village médiéval est dominé par un ou plusieurs seigneurs, et le poids de cette domination est plus ou moins lourd relativement au rapport de force que les habitants coalisés ont su imposer aux maîtres de la terre. Deux documents vont se compléter l'un l'autre pour nous aider à comprendre la situation des Nazairiens au tournant du XVIe et XVIIe siècle. Le premier est une série de reconnaissances féodales conservées aux archives communales de Bagnols-sur-Cèze, côté II-20. Pour le second, il s'agit d'une reconnaissance faite au roi par la dame d'Ancézune, seigneuresse de Caderousse, Vénéjean, Saint-Nazaire et autres. Nous apprenons qu'en l'an 1600, le 13e jour de septembre, dans la maison de maître Barthélemy Coste, se sont présentés en premier les consuls Antoine Malart et Laurent Bourry, ainsi que les conseillers politiques. Le moment est solennel car tous les villageois vont défiler dans la maison pour reconnaître les biens qui se tiennent de leur seigneur. Si le bail reçoit d'abord le corps politique du village, c'est pour énumérer les droits accordés par le seigneur et lister les obligations. Il semblerait que le document antérieur à celui que nous voyons ici daterait de 1388. On apprend dans le premier document que le comte de Grignan était devenu le seul seigneur du village, car tous les droits étaient réunis sous la dot de sa femme, Jeanne d'Ancezune. La suite des documents illustre la relation féodo-vassalique. D'abord les consuls, pour eux, les habitants du village et leurs successeurs reconnaissent le comte de Grignan pour leur vrai, légitime et naturel seigneur, Odilieu de Saint-Nazaire. Ils se soumettent à sa justice rendue par un juge dans le cadre de la cour ordinaire composée d'un procureur juridictionnel, d'un greffier et un ou plusieurs sergents ordinaires, cour de première instance pour les causes tant civiles que criminelles. Cette justice, dont on peut dire qu'elle est à cette époque très proche des justiciables, est une source de revenus pour le seigneur et lui permet de payer un certain nombre d'administrateurs, juges, procureurs, sergents, etc. Les agents du seigneur garantissent seuls la validité des poids et mesures pour éviter les escroqueries à la vente. Après cela, on apprend que tous les incultes, toutes les mines découvertes ou à découvrir, toutes les perrières, entendez les carrières de pierre, appartiennent au seigneur qui en dispose comme il l'entend. Le seigneur détient la taxe sur les mutations, les lots et ventes, qui consiste à un prélèvement sur toutes les ventes ou échanges de biens fonciers à hauteur de la 6e partie de la valeur du dit bien. On ne s'étonnera pas que le marché de la terre et de l'immobilier soit tâtonne dans ces sociétés traditionnelles et que, pour éviter les taxes, les transactions aient été le plus souvent orales, donc garanties par le corps social villageois et son garant, la réputation. On rappelle ensuite que les Nazairiens doivent les censives annuelles et perpétuelles sur toutes leurs possessions. C'est une sorte de loyer annuel pour les biens fonciers. Les Nazairiens parvinrent à racheter toutes les censives au prix de 6 livres d'argent, 2 sommets de tout grain et 20 poules. Cette simplification administrative permit sans doute une baisse du coût de la taxe. Plus prosaïque, le document stipule que toutes les langues des animaux tués dans le village seront données au seigneur. La chasse étant interdite sans l'autorisation du seigneur qui l'autorise pour chasser les nuisibles en corps de communauté, les habitants ne peuvent s'assembler sans la licence du seigneur ou de ses officiers. Il s'agit ici bien entendu de contrôler la foule et de prévenir les révoltes potentielles. On apprend que le four utilisé par les habitants était banal, c'est-à-dire qu'il appartenait au seigneur. Toutefois, les habitants avaient acquis le droit de le gérer eux-mêmes moyennant 5 sols par an. La taxe sur le pulvérage appartient au seigneur. Il s'agit d'une taxe payée par les bergers de passage en raison des poussières que soulèvent les troupeaux et qui se déposent ensuite sur les fruits de la terre. On comprend là que le grand chemin de poste était aussi une voie de transhumance. En commun, les Nazairiens reconnaissent encore une terre hermasse de 2 sommets de superficie, soit un peu plus d'1 hectare. C'est sans doute un pré sec, où l'on mène les bêtes aratoires, c'est-à-dire les mules, pour paître, et que l'on convertit régulièrement en labour. Pour cette propriété commune, les habitants de Saint-Nazaire paient en commun 3 poules dont on précise qu'elles doivent être bonnes et compétentes,
sans doute jeune et pondeuse, enfin, comprenne qui pourra.